suis allé manger tout à l'heure dans un restaurant chinois au Kremlin Bicêtre. Alors c'était amusant parce que je suis sorti un instant, parce que j'attendais avant de sortir quelque chose, et la personne qui est à l'entrée pour recevoir les gens, elle me dit vous voulez une table. Je dis mais vous ne voyez pas que je suis déjà entré? Donc je lui reprochais de ne pas être assez physionomiste. Mais en fait, c'est là que le problème se pose. Parce qu'on peut aborder le problème de la race par des biais plus ou moins heureux et d'arriver à des conclusions plus ou moins significatives. Mais moi, je propose de voir les choses de façon plus empirique. Et à partir de ces observations simples, eh bien, on peut arriver à un certain nombre de conclusions, quand bien même ne pourrait-on pas donner les raisons scientifiques exactes de ce qu'on apporte. L'observation précède l'explication. Et l'explication n'est qu'un épiphénomène de l'observation. Parce que les explications, bon, elles peuvent changer, elles peuvent évoluer. La seule chose qui soit sérieuse, c'est l'observation. On peut peut-être parler d'un problème de phénoménologie, si on veut, en pensant à Jaspers, mais enfin, je n'irai pas trop loin dans ce sens. Mais la raison veut que l'on observe les choses. Alors maintenant qu'on veuille les expliquer, ou les nier d'ailleurs, de telle ou telle manière, c'est une autre affaire. Revenons à notre affaire, nos moutons. Donc cette Asiatique ne s'était pas aperçue qu'elle m'avait reçu quelques demi-heures plus tôt et que j'avais pu parler avec elle. Et en fait, ça ne m'a pas du tout surpris, parce que la thèse que je soutiens, c'est que entre des races différentes, on n'arrive pas à distinguer les différences entre les membres. C'est la thèse qui me paraît la plus importante. Et ça limite considérablement la portée des échanges entre les noirs et les blancs, entre les jaunes et les blancs, etc., etc. Le fait de ne pas reconnaître quelqu'un, parce que ce n'est pas le même moment, parce que ce n'est pas le même lieu, parce qu'il n'est pas habillé de la même manière, c'est un problème qui se pose très fréquemment dans les relations interraciales. Un cas intéressant d'ailleurs est celui des films. Moi, je sais que j'ai un talent particulier pour reconnaître des acteurs à des époques très différentes et dans des rôles très différents. Et je suis convaincu que des personnes qui ne sont pas de race blanche sont à peu près incapables de faire les liaisons entre des situations très différentes, des contextes très différents, et qui ne vont pas leur permettre d'identifier une personne donnée, un acteur donné. Je propose que l'on fasse des tests dans ce sens, qu'on montre par exemple des photos de la même personne à différents moments, sous différents angles, et qu'on voit si elle les reconnaît comme une seule et même personne. Et inversement d'ailleurs, on peut mettre des personnes différentes dans des contextes semblables, avec des habillements semblables, et il y a probabilité que la personne croit que c'est la même personne, alors que ce n'est pas la même personne. Donc tout ça est très flou, très confus. À la Cinémathèque, par exemple, on voit très peu de noirs. Parce que le cinéma blanc implique de savoir distinguer les traits du visage de tel acteur, de tel comédien. Sinon, c'est pas très intéressant. Et que je le répète bien sûr,
tout ça est réversible. C'est-à-dire que nous avons la même incapacité dans notre rapport avec les Noirs que eux par notre rapport avec les Noirs. La différence, c'est que eux, les Noirs, ils immigrent en Occident et que l'inverse, c'est moins vrai, moins vrai. Cela dit, la question serait intéressante à voir au niveau américain, puisque là, les Noirs sont quand même mieux intégrés quelque part dans le monde blanc qu'en Occident, qu'en Europe. Ça peut se discuter. Mais il faudrait faire des expériences de ce type-là aussi. On fait passer des photos, et puis on voit si la personne distingue, reconnaît une personne donnée, ou distingue une personne d'une autre personne, en dépit ou à cause de tel et tel habillement, de tel et tel environnement, etc. Et là, on pourrait quand même valider la notion de race par un biais qui est le biais du déficit visuel. Et je passerai pas du coq à l'âne, mais enfin, j'aborderai un autre volet de cette question, que j'ai déjà abordé, mais d'autre façon, à savoir comment s'apercevoir ce qui distingue l'homme de la femme. Et là encore, on va nous dire oui, mais ça ne s'explique pas comme ceci, donc c'est pas valable, etc. L'observation est là. Maintenant, les explications, les raisons, elles sont peut-être pas là. Bon, c'est un autre problème. Pour nous, ce qui est important, c'est que nous observions des choses. Par-delà les explications qui ont pu être données à travers les siècles, ce qui est important, c'est l'observation. Et j'avais déjà remarqué, ou fait remarquer, que les femmes ne se rendent pas compte que ce qu'elles disent peut être entendu par d'autres personnes que celles auxquelles elles s'adressent. On connaît tous le cas de deux dames qui discutent entre elles dans un wagon, dans un train, dans un bus, et elles n'ont aucune conscience apparemment, ou aucune... Ça ne rentre même pas dans leur tête, que ça puisse être entendu par d'autres personnes que celles à quelles elles s'adressent. Et ça, c'est quand même très troublant comme phénomène. Très troublant. Ça signifie qu'elles raisonnent un peu comme des machines, comme des radios, on peut dire, comme des émetteurs. Voilà. J'envoie un message à telle personne, sur une certaine longueur d'onde, et je pars du principe que d'autres personnes, même si elles sont là, elles n'entendront pas. C'est comme si par exemple je vous téléphone, eh bien les autres personnes n'entendent pas ce que je dis. Par contre, elles entendront ce que la personne répond, mais elles n'entendront pas. Donc effectivement, tout se passe comme si on était en train de vous téléphoner, et il n'y a que la personne que l'on a appelée qui va entendre le message. Or, les choses ne se passent pas comme ça. Et elles ont l'air tout étonnées, même quand elles ont un certain âge, elles ont l'air tout étonnées que ça puisse être capté. Et d'ailleurs, elles répondent souvent, il ne fallait pas écouter. Et elles voudraient même dire, vous n'aviez pas à écouter. Vous n'aviez pas à vous brancher sur mon message. C'est extraordinaire, ça, comme discours. On croit être dans une sorte de... C'est presque la science-fiction. Alors, il faudrait peut-être qu'elle commence à comprendre que les choses ne sont pas organisées de cette façon et que, en effet, quand on parle, les gens ne sont pas sourds et que le message peut être intercepté par d'autres personnes que la personne à laquelle on s'adresse. C'est pas compliqué à comprendre, mais apparemment, même les petites filles, on ne leur apprend pas ça, et elles croient que quand on a dit, à partir du moment où on a désigné la personne à qui on s'adresse, maman, papa, titi, toto, eh bien, seule cette personne-là va recevoir le message et va l'entendre. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà deux exemples empiriques, phénoménologiques, qui
qui devrait faire l'objet de travaux en laboratoire, de tests, et qui ferait apparaître deux choses majeures. Savoir que les races, ça existe, c'est un vécu qui existe, qui correspond à une réalité, quand bien même on ne pourrait pas l'expliquer, et que les sexes, ça existe, je ne parle pas de leur problème sexuel, je parle de la comportement psychologique de la femme et de l'homme, et que, quelque part, les femmes ont un mode de fonctionnement en rapport avec la parole qui est assez spécial et qui ne se retrouve pas de la même façon chez les hommes. Voilà. Je pense que ça vaut la peine de bien mettre l'accent sur le fait que nous devons avant tout observer et que les explications que nous donnons sont des épiphénomènes, c'est-à-dire sont des explications qui peuvent ne pas être valables ou ne pas durer, mais les phénomènes que l'on veut expliquer